décidé il y a 6 ans maintenant, que tu nous dises un peu l'aventure et puis les postulats qui ont présidé à son lancement. Oui, volontiers. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de Mediacité, toujours en ayant envie de vous montrer par cet exemple le fonctionnement de la presse en général. Donc on est en 2015. Patrick Drahi rachète le groupe L'Express pour une bouchée de pain, avec une stratégie qui est assez, on va dire, grossière. C'est de mettre du contenu dans des tuyaux. Donc lui, homme des télécommunications, connu en France pour SFR, qu'il vient de racheter, se dit, si je mets du contenu, donc des articles, dans mes tuyaux SFR, je vais pouvoir gagner des abonnés, des abonnés SFR, et je vais pouvoir les fidéliser. Et c'est comme ça qu'est né le kiosque SFR Presse. Ça vous rappelle peut-être quelque chose si vous êtes abonné à SFR. Donc, convergence, tuyau, contenu. C'est comme ça qu'il arrive à s'intéresser à la presse. Et donc, vous voyez, c'est le raisonnement d'un industriel. Et moi, je pense que le journalisme, c'est de l'artisanat. Et je ne suis pas le seul à le penser, puisque une partie de l'équipe que je dirigeais à l'époque lève le doigt pour démissionner, en quelque sorte. On a un avantage, le grand avantage du métier de journaliste. Il y a beaucoup de fantasmes autour des avantages. Il y en a essentiellement un qui est la possibilité de démissionner en étant considéré comme licencié. C'est-à-dire qu'on est couvert par l'assurance chômage et même on a un chèque en fonction de son ancienneté professionnelle. Donc on a ceinture et bretelles. Et c'est ce qui enhardit certains journalistes à créer un média. Alors il faut être fou pour créer un média. Mais on y croit, donc c'est pour ça qu'on l'a lancé. Donc, et on l'a fait, donc je réponds à ta question, Franck, on l'a fait parce que sa culture industrielle ne nous correspondait pas. On n'était pas là pour produire des contenus. Et on l'a fait parce que la liberté que l'Express nous accordait avait tendance à se rétrécir. Je m'explique. Vous pouvez encore écrire à peu près librement, mais il y avait une contrainte de plus en plus forte. Dans le service que je dirigeais, c'était que globalement on allait dans telle et telle ville que si la publicité avait réuni assez de pages de publicité pour lancer une édition locale de l'Express. D'accord ? Parce que ça permettait de couvrir les frais. Sur les sujets, il fallait que c'est ceux du sujet grand public, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas choisir des sujets très anglais. Voilà. Donc on avait ces contraintes économiques. Et on s'est dit, mais on va s'émanciper de ça, et on va se lancer crânement, tout seul, pour venir combler une lacune où le parent pauvre en fait, du journalisme, à mes yeux, c'est l'investigation locale. Pour produire des enquêtes en dehors de Paris, parce que la presse est très concentrée. La France est un pays trop centralisé, la presse française est encore plus centralisée. Tout se passe dans un périmètre beaucoup trop restreint. Et on a parié sur le fait métropolitain, comme on l'appelle, c'est-à-dire la montée en puissance des métropoles, avec une population de plus en plus éduquée, et dont on se disait qu'elle pouvait être intéressée par des enquêtes de fond, et le constat aussi qu'il y avait peut-être une connaissance meilleure pour le citoyen habitant Nantes, Lille, Lyon, Toulouse, meilleure connaissance de ce qui se passe au niveau national, qu'au niveau local. C'est-à-dire que chez vous, qui décide, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui se passe, les coulisses de la métropole, vous avez peu d'éléments d'information. Voilà. Donc c'est né comme ça, avec un modèle par abonnement, parce que le modèle par abonnement, c'est celui qui est le meilleur gage de confiance entre un lecteur et une rédaction. Parce que le lecteur, il achète une promesse éditoriale. Parce qu'il achète, mais il n'a pas encore les articles. Il achète un droit d'accès à une année, en général c'est 1 an, d'enquête. Mais il ne sait pas ce qu'il achète. C'est très particulier. Quand vous rentrez dans un magasin, vous prenez un produit, vous payez le produit, vous sortez avec le produit. Là, vous rentrez dans le magasin Mediacité, vous payez un produit, vous ne connaissez pas le contenu. Voilà.
Mais l'abonnement, c'est donc un lien, une promesse assez forte, à nous de l'honorer. C'est très intéressant financièrement parce que c'est une avance en trésorerie fantastique pour nous. Et donc le modèle par abonnement nous semble sain et nous semble le meilleur pour pouvoir appuyer une activité d'enquête qui coûte cher à très cher. Il y a beaucoup de gens qui contournent le droit et qui payent des journalistes de façon illégale, c'est-à-dire en gros en honoraire, en droit d'auteur. Nous, on paye en salaire, donc il y a des charges, comme vous le savez. Donc une enquête, ça nous coûte à peu près 800 à 900 euros chargés pour une enquête. Voilà. Ça coûte 60 euros l'abonnement annuel. Donc vous voyez combien il en faut. D'ailleurs, on n'y est toujours pas. Ça, c'est un autre problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui aime payer pour s'informer. Parce qu'il y a déjà tellement d'informations gratuites, on ne voit pas pourquoi on se chargerait en plus de l'information payée. Voilà. Donc toute la difficulté pour nous, c'est d'essayer de montrer que de l'information coût humain, artisanale en quelque sorte, fait par des bons ouvriers du journalisme, qui respectent les canons du journalisme, et qui sont libres, peuvent apporter quelque chose de différent et que ça peut valoir 60 euros par an. Voilà. Ça paraît simple, mais c'est pas simple. On est à 5500 abonnés, il en faudrait 8000. Et ça fait 5 ans et demi qu'on se bat. Il y a une campagne de recrutement en cours. Et il y a forcément tout le temps des campagnes de recrutement. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je ne veux pas trop personnaliser, mais vous avez compris, et je ne suis pas un héros du journalisme, je suis juste quelqu'un qui aime bien son métier et qui le défend. Mais j'ai l'impression de devenir un mendiant, quoi, parfois. Et juste pour faire mon métier. Voilà. Donc, le modèle économique, c'est encore un gros questionnement. En revanche, vous avez des journaux qui marchent très très bien, mais c'est des gros journaux. C'est-à-dire qu'avec le monde du numérique, vous avez l'émergence de grosses marques de presse qui ont enfin réussi à faire leur mue sur le numérique. Et vous avez peu à peu, vous allez avoir la constitution, en bon capitalisme classique, d'oligopoles, c'est-à-dire de quelques marques qui se partagent l'essentiel du marché. Il ne restera que des miettes pour les autres. Voilà. Le Monde, par exemple, Caracol, le Figaro marche bien, Mediapart marche bien, et après on descend très loin derrière pour les autres. Voilà. Et je m'écarte un petit peu. Alors, on va prendre vos questions. Allez-y, posez toutes les... Qui veut... Oui, moi j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est par rapport à, tout à l'heure à l'allusion à Audencia et aux journalistes de Ouest France. Moi, je ne peux pas répondre parce que c'est vraiment pas mon territoire. Mais en tant que correspondant local, j'ai quand même l'expérience vécue du rôle et de l'apport de Médiacité dans la petite ville du canton de La Chapelle dont je suis issu et qui a été l'objet de moult problèmes, affaires retentissantes avec des démissions en chaîne d'élus. Ce que je peux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu le travail du collègue de Jacques, je pense que les journalistes de Ouest France que je côtoie quotidiennement, n'auraient certainement pas travaillé sur ces questions-là et fait remonter des informations qu'ils auraient probablement eu des difficultés à obtenir. Donc il y a eu vraiment un travail là, de médiacité qui a été essentiel et qui continue, je pense, d'être essentiel dans la remontée de ces enquêtes locales, parfois même très locales. C'est le cas, bien sûr, chez nous. Mais avec un aspect quand même, pardon Loïc Chaton, mais avec un aspect, c'est local, mais en même temps, ça peut parler à des tas d'autres communes. Bien sûr, bien sûr. Ce qui s'est passé à Trayères. Oui, bah oui, puis il y a eu Vigneux, puis il y en a d'autres. C'est l'effet Gèvres. Oui, ma question c'est... alors je reviens sur les fake news. Je crois qu'on a pris conscience de la gravité de certaines fake news, des conséquences que ça peut avoir
en termes de délit, je dirais. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que... je sais qu'il y a des journalistes, par exemple, qui sont poursuivis parce que ils ne font pas leur métier correctement. Est-ce qu'un jour, le législateur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'un jour, le législateur va s'intéresser à cette histoire de gens qui diffusent des fake news, et qui mieux d'ailleurs, parce qu'on a eu, je crois, il n'y a pas tellement longtemps, un reportage d'envoyé spécial ou complément d'enquête, je ne sais plus, qui présentait ce gars qui en a fait son métier. Hein. Il a vous-même gagné 10 à 15 000 euros par mois, hein, pour diffuser sur... Alors, il n'est pas du tout anonyme, hein, il est connu de tout le monde, pour diffuser volontairement des fake news. Hein. Il en a fait son métier, il a dit les gens sont cons, tant pis, on en profite, hein, puisque les gens sont cons, ils croient ce qu'on nous dit, on y va, et ça marche. Voilà. Est-ce que ce genre de personnage, un jour, risque d'être inquiété Alors, je peux répondre brutalement, mais je vais nuancer après. Non. Déjà, il y a une loi. C'est la loi Avia, du nom de Laetitia Avia, une députée macroniste, parce que les interférences fake news sur les campagnes électorales, il y en a eu en France, et elles ont touché notamment Emmanuel Macron. Donc il a été piqué au vif, il s'est dit mais on va réguler tout ça. Et il a pondu une loi, sauf que la loi elle est inopérante. Parce que c'est très compliqué de venir interférer dans la production d'informations, parce que tout de suite, vous êtes suspect d'atteindre à la liberté d'expression. Et c'est normal. Donc, dans le cas de la personne, je ne vois pas exactement de qui vous parlez, mais peu importe, dans le cas de la personne qui en fait un métier, à partir du moment où les propos ne sont pas diffamatoires, injurieux, il peut continuer. Hein. Donc, pour réguler les fake news, c'est très complexe et très dangereux. En Russie, actuellement, on régule les fake news, sauf que les fake news, c'est pas des fake news. Non mais c'est vrai, mais c'est présenté comme une loi anti-fake news. Donc je pense que c'est très dangereux de toucher aux règles, et les règles, c'est le droit pénal. Et le droit pénal, c'est diffamation, injure, essentiellement. Donc après, il peut y avoir de la tromperie. Donc ça peut être le droit commercial aussi, si jamais on promet des choses qui ne sont pas honorées, mais ça ira pas au-delà. Je pense que c'est... Voilà. Je rembobine le film. Très lière, tout le monde n'est pas au courant, mais globalement c'est un maire qui dysfonctionne dans une petite commune, il dysfonctionne gravement, et en fait, au fur et à mesure que mon collègue, donc Guillaume Frouin, qui est un des pigistes, pigiste c'est collaborateur extérieur, c'est quelqu'un qui propose des piges. Lui il est spécialisé dans le secteur de la justice, donc il est très, très important pour nous, il nous propose des sujets, et on lui commande parfois les sujets, mais donc Guillaume a suivi très attentivement Trélière, et il tirait la pelote, et en fait il allait de scandale en scandale. C'est vrai que la presse locale a été obligée de suivre, mais c'est pas normal que ce soit Mediacité qui sorte ça. C'est pas normal. Voilà. Alors, je rembobine encore un peu le fil et je réponds à l'intervention de Thierry Guidé, sauf si tu veux intervenir toi-même, mais Thierry Guidé, donc ancien de Ouest France, et je vais prendre le micro. Vas-y, dis-le toi-même, ce sera mieux. Oui, Jacques, c'était une conversation off auprès du bar. Je suis sûr que tout le monde aime le off là. Donc, mais voilà, le off va devenir on. Il se trouve que on se connaît depuis un petit bout de temps. D'ailleurs, quand tu as eu l'idée de lancer Mediacité à Nantes, on s'était rencontrés et tu m'avais demandé mon avis. Il se trouve que j'ai été chef de la rédaction de Ouest France à Nantes. C'était au siècle dernier, donc il y a prescription. Et que Franck a travaillé avec moi, il couvrait notamment les faits divers. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur...
Et je suis abonné de la première heure également à Médiacité, et je trouve que c'est un boulot formidable. Tu disais tout à l'heure, voilà l'enquête qu'on a fait sur Audencia, Ouest France n'aurait jamais pu la faire. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de raison en soi pour que Ouest France, un journal que j'ai quitté il y a une vingtaine d'années, donc je n'ai pas d'intérêt particulier, il n'y a pas de raison en soi pour que Ouest France ne puisse pas se livrer à ce travail. Il ne faut pas pourquoi Ouest France aurait peur d'une école de commerce ou quelque chose de ce genre. Simplement, c'est pas exactement le même boulot, évidemment, qui est fait par Médiacité et par Ouest France. Médiacité sort, en gros, un vrai sujet par semaine, pas plus, et encore même pas tout à fait toutes les semaines parfois. Il y a l'été, il y a quelque chose comme ça. L'équipe de Ouest France, je sais pas, c'est une quinzaine de pages tous les jours. Par conséquent, l'allocation des moyens humains, et puis même la fonction même du journal n'est pas la même. Donc, je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre ou que l'autre est mieux que l'un, mais voilà, il y a des... je sais pas, c'est peut-être la différence qu'il y a entre l'épicerie de luxe et le supermarché, si vous voulez. Voilà, c'est un peu en ces termes-là que ça se pose. Et deuxième chose que je voudrais dire, tu faisais remarquer de manière très juste que le mouvement de concentration des médias se poursuivait en province, que des journaux perdaient leur effectif de journalistes, que des rédactions fermaient. Tu soulignais également la difficulté qu'a Médiacité à atteindre l'équilibre économique. Moi, quand je suis arrivé à Nantes, c'est pas d'hier, c'est en 1989, Presse Océan, concurrent d'Ouest France, et Ouest France était à peu près à égalité. Aujourd'hui, Presse Océan, qui fait partie du groupe Ouest France, et tant mieux pour la pérennité de ce titre et pour la pérennité des emplois des journalistes de Presse Océan, vend à peu près 20 000 exemplaires. C'est presque 5 fois moins en 30 ans. Par conséquent, c'est quand même ça qui se pose aujourd'hui. C'est quel est l'appétit du public pour une presse payante, qu'elle soit une presse régionale papier, qu'elle soit une presse en ligne comme Médiacité. Si les gens n'achètent pas les journaux, si les gens ne s'abonnent pas à Médiacité, ça ne marche pas. Et évidemment, ça a des effets sur la santé démocratique du pays. Voilà. T'as l'éclair qui a disparu aussi. Pardon ? Oui, t'as l'éclair qui a disparu. Il y a eu jusqu'à 3 Oui, l'éclair, oui, il y avait 3 journaux, l'éclair a disparu, oui. Ok, globalement, je ne vais pas rebondir là-dessus. Sur peut-être que Ouest France aurait pu faire l'enquête, peut-être, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre d'enquête sort aussi si le journaliste est missionné pour. C'est-à-dire que quand on est Ouest France, il faut remplir les 15 pages. Donc en fait, il faut courir au four et au moulin. Et donc, souvent, les enquêtes des confrères de la PQR, c'est au prix d'une surcharge de travail. C'est-à-dire qu'ils ont envie de creuser un sujet, donc ils doivent toujours remplir leurs 15 pages, mais en plus, ils enquêtent. Et donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Après, ce que je reproche là, en l'occurrence, à Ouest France, même si je ne suis pas là pour me battre avec mes confrères ou concerts, c'est pas l'intérêt, ils ont quand même eu beaucoup de temps à réagir à nos révélations. Et ça, c'est pas normal. Voilà, ils n'ont pas suivi, alors que les choses étaient liées. Donc ça, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal que France 3 ait repris, que Le Monde ait repris, et que ce n'est qu'ensuite que Ouest France reprenne.
Ouais, je voudrais juste compléter. Il me semble qu'il y a un mot que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est l'autocensure. Et je pense que peut-être que dans le cas qu'on évoque, il y a un peu d'autocensure. Il y a une difficulté à aller contre un établissement qui a une certaine notoriété et à s'engager, à oser faire le pas pour prendre des risques. Et ça joue dans énormément de dossiers d'actualité qui font qu'il y a, encore une fois, une espèce de courant global qui va un peu dans le même sens. Et on a besoin d'avoir des journalistes qui prennent des risques, qui sont des vrais journalistes d'investigation, qui osent et qui mettent noir sur blanc les choses, même si ça ne fait pas plaisir à nos grandes institutions. Merci. Une question simple par rapport à la presse, entre le quotidien et l'hebdomadaire. Est-ce que l'un, par rapport à l'autre, a plus de capacité de mener enquête, enfin le journaliste a plus de capacité à mener enquête sur ce type, je dirais, de presse? En fait, le raisonnement par périodicité, je pense qu'il faut l'oublier, parce qu'elles explosent toutes, les périodicités. En fait, c'est une question d'affectation de temps, c'est-à-dire à qui vous donnez du temps. Quand Mediapart s'est lancé, ils se sont lancés sur un positionnement investigation. Et leur idée, c'était de donner du temps à leurs journalistes pour trouver des scoops. Et ils ont fini par en trouver. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, par répercussion, d'autres journaux se sont dit, nous allons recréer ou créer des cellules investigation, pour ne pas laisser le monopole de l'investigation à Mediapart. Et donc, créer une cellule d'investigation, c'est-à-dire affecter des journalistes sur une mission unique, trouver des scoops. C'est-à-dire, en fait, on les enlève de la rubrique de rattachement, et donc ils sont en capacité de sortir des scoops. Mediapart garde encore une cellule d'investigation forte, hein, de 8 journalistes, c'est beaucoup. Ils sont 60, un peu plus de 60 maintenant. Donc plus que l'hebdo ou le quotidien, ce qui compte, c'est combien vous donnez de temps à un journaliste pour enquêter. Et est-ce que vous le rémunérez correctement. Thibaut Dumas, qui a fait les enquêtes sur Audencia, on lui a donné du temps. Lui, son économie, il est correspondant du Figaro pour Nantes, donc il gagne aussi sa vie en étant correspondant du Figaro. On lui a donné autant de temps qu'il fallait pour aller au bout. On l'a rémunéré correctement. J'ai plus la somme en tête, sinon je vous la donnerai, mais c'est vraiment une question de temps. Comment on organise sa rédaction pour sortir du scoop ou pour sortir de la pensée unique. Je sais pas, moi j'ai un exemple en tête, c'est l'inauguration du local de campagne de Marine Le Pen lors de la présidentielle. Mais il y avait la cohue là-dedans. Il y avait la cohue de journalistes pour l'inauguration du local de campagne de Marine Le Pen. Quel intérêt? Pourquoi est-ce qu'on met autant de force journalistique pour l'inauguration du local de campagne de Marine Le Pen? Elle n'a rien de spécial à dire ce jour-là. Donc voilà, c'est vraiment une affectation de moyens. Et donc, interrogez n'importe quel journaliste de Médiacité et vous dira qu'il a le temps d'enquêter et il est correctement traité, considéré. On se travaille ensemble, il y a de l'interaction sur les textes, et il a le temps et il est fier de son travail. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes indépendants, des pigistes, à qui on commande à la dernière minute un petit papier vite fait, mal fait, c'est-à-dire mal payé. Donc en gros, la personne fait son arbitrage temps, il dit ok, pour 150 €, j'appelle 3 personnes, point barre, et après j'en fais mon papier. Et donc vous avez de la presse médiocre, mais c'est que l'économie de la presse dysfonctionne. La précarisation, c'est incroyable. La durée de vie moyenne d'un journaliste, la durée de vie moyenne professionnelle d'un journaliste, 15 ans. Et ça, c'est une enquête d'un sociologue, Jean-Marie Charon, qui est toute récente, et qui montre qu'il y a une éviction du secteur. C'est-à-dire que les jeunes, ils s'accrochent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'ils ont les parents qui sponsorisent, et après ils n'en peuvent plus d'être maltraités et d'être sous smicard. Donc ils arrêtent. Après, vous avez les fins de carrière qui ont perdu la foi et qui n'ont qu'une envie, c'est de prendre le chèque et de partir ouvrir un gîte à la campagne, c'est vrai. Et puis après, vous avez des gens en burn-out, vous avez des gens qui souffrent, il y a une grosse souffrance quand même. Donc il y a plein de gens qui quittent.
Donc c'est un métier, c'est un peu comme, toute proportion gardée, hein, c'est un peu comme les médecins ou les infirmières, c'est des métiers de sens qui perdent le sens. Donc c'est pas uniquement une question salariale, c'est une question de sens. C'est-à-dire si vous faites mauvais boulot, ben vous n'êtes pas fiers de vous. Donc nous, un de nos efforts, c'est aussi que les gens fassent des chefs-d'œuvre. Je leur dis toujours, fais ton chef-d'œuvre. À la fin de l'année, tu regardes ce que tu as écrit et il faut que tu sois satisfait de ton papier. Et si on peut trouver des impacts, on ne s'en prive pas de dire l'impact qu'un papier a, puisque le journaliste rêve que ses écrits vont changer le monde. Voilà, c'est son utopie à lui. Mais pour que ses écrits changent le monde, ben, il faut que ce soit qu'il aille au bout de la démarche d'enquête et qu'il fasse des chefs-d'œuvre. Voilà. Il y a une question, je ne sais plus. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une question qu'on a frôlée pendant toute la première partie sur le choix des sujets, le choix de l'information, de la non-information, le choix de l'angle de traitement d'un sujet. Donc je me demandais si au final ce n'est pas la question de l'engagement des médias, de savoir si les médias peuvent avoir une neutralité ou si forcément d'une manière ou d'une autre ils sont engagés. Donc à partir de quand est-on encore journaliste? Enfin, jusqu'où est-on journaliste et à partir de quand est-on plus journaliste? Et est-ce que le journalisme d'opinion était du journalisme? Est-ce que du journalisme militant est du journalisme? Donc c'est très difficile de répondre à cette question, d'autant plus que les frontières évoluent. Et donc vous avez toute une panoplie de journalisme. Donc je rappelle, pardon. Officiellement, c'est la carte de presse, c'est en fonction d'un montant de revenus. Par exemple, vous avez la lettre à Lulu, par exemple, un journal satirique. Donc il est dans un registre satirique, Nicolas de la Casinière. C'est une toute petite économie, mais il fait du journalisme. Mais il fait du journalisme satirique. Voilà. Vous avez Nantes révoltée. Quelqu'un voulait qu'on parle de Nantes révoltée, donc on pourra en parler. Donc là, ils font du journalisme militant. Alors, est-ce qu'ils sont considérés comme journalistes ou pas? Je pense qu'ils ont toujours un numéro de commission paritaire. Donc pour la loi, officiellement, ils sont reconnus comme journalistes. Après, ils ne se rémunèrent pas et ils ont une approche très militante. Donc ce qui compte, c'est... il ne faut pas que quand on commence à écrire... il ne faut pas que quand on commence à enquêter, on sache déjà ce qu'on va écrire. Voilà. C'est-à-dire que le journaliste doit quand même se laisser surprendre par ce qu'il découvre lors de son enquête. S'il ne se laisse jamais surprendre ou qu'il ne fait pas d'enquête, quelque part, c'est du mauvais journalisme ou c'est pas du journalisme, comme vous voudrez. Mais on est dans une ère où on s'engage un peu plus. On ne peut plus rester sur une neutralité classique. Et nous non plus, on tâtonne. Nous on dit on est journaliste engagé, mais pas militant. Et alors qu'est-ce que ça veut dire journaliste engagé, pas militant? Et ça veut dire que parfois, on s'engage sur des combats. Par exemple, nous, on est, je pense, des bons experts de la démocratie locale et de l'état de la démocratie locale. Parce qu'on n'arrête pas de sillonner des villes, on rencontrer des élus, et on est en capacité de dire, mais là où ça pêche, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus de pouvoir à un conseiller municipal d'opposition? Pourquoi on maltraite autant les conseillers municipaux d'opposition? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pouvoir qui est cumulé sur la seule personne du maire? Ça, c'est pas normal. C'est un roi clé. Un maire, il n'y a pas de contre-pouvoir. Bon, pourquoi est-ce que la démocratie participative fonctionne aussi mal qu'elle fonctionne, etc., etc. Donc nous, on a été jusqu'à un manifeste où on disait, ben voilà, il nous semble que pour progresser sur le fonctionnement de la démocratie, il faudrait prendre alors on avait 25 mesures, voilà, et après on les a soumis à nos lecteurs, c'était avant les municipales, et si vous êtes d'accord avec ça, ben signez, et on va essayer de promouvoir ça. Alors, est-ce que c'est encore du journalisme? Moi j'estime qu'on peut aller jusque-là quand on est dans notre domaine d'expertise, que c'est argumenté, que c'est pas gratuit, que c'est pas un jugement de valeur. Voilà. Est-ce qu'on a raison ou tort? Il y a débat. Mais je pense qu'on a raison d'aller un peu plus loin que la posture habituelle du journaliste. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur le Canard enchaîné et son évolution? Le Canard enchaîné, c'est une institution. Elle est plus que centenaire, hein, puisque ça a été créé en 1916. C'est un canard qui est nécessaire et qui s'est fossilisé.
qui s'est fossilisé, et c'est dommage, parce que ils sont longtemps restés uniquement sur du papier, 8 pages, construites pareil, et à l'intérieur, c'est des gens qui... un panier de crabes, et ils se sont partagés en fait les rubriques, et chacun est maître sur sa rubrique. Donc en fait, c'est une sorte d'assemblage de rubriques, et vous avez les rubriques phares, par exemple la rubrique 2, elle est tenue par un membre de la rédaction, personne n'a le droit de mettre un orteil sur cette rubrique. Voilà. Alors ils ont énormément de bonnes infos parce qu'ils sont introduits dans tous les milieux, ils ont un mode de traitement qui est sympathique parce qu'il est ironique, un peu caustique, ça peut lasser aussi. Ils ont pris un terriblement coup de vieux avec l'arrivée de Mediapart, qui est quand même, en matière d'investigation, beaucoup plus moderne dans l'approche. Et là, ils ont une crise interne qui est terrible, je ne sais pas si vous avez suivi, mais si ça vous intéresse, je peux rentrer dans les détails, mais qui est le reflet d'un défaut d'une concentration de pouvoir entre les mains de quelques anciens. Et les anciens, c'est les deux patrons, il y en a un qui a 78 ans et l'autre 72 ans. Voilà. Et il n'est pas question qu'ils décrochent. Il rémunérait encore un ancien de 90 ans, en fait il rémunérait sa femme parce qu'il faisait, c'était un ancien dessinateur, enfin c'était un truc, bon, en gros il y a plein d'arrangements comme ça. Ils ont 130 millions d'euros de réserve. Ils pourraient investir dans Mediacité, tiens. Nous on ne cherche pas 230 millions, mais c'est vrai, nous on cherche 300 000 euros. Voilà. Et ben non, ils le gardent. Voilà. Alors il commence à se dire qu'il faudrait qu'on soit un peu présent sur Internet, donc il commence à être un peu présent sur Internet, sous forme de PDF, donc l'ancêtre de Internet. Et voilà, donc c'est dommage, quoi, c'est dommage. Mais c'est nécessaire, parce qu'ils rendent des services. Après, c'est pas toujours propre, et ça je veux pas donner des leçons, mais en gros c'est pas toujours propre, la façon dont ils travaillent. Mais j'en passe. D'autres questions? Au fond, tout au fond. Sujet sur lequel on tourne aussi pas mal, c'est le financement de la presse. On voit bien que les réseaux sociaux, c'est gratuit. Si c'est gratuit, le produit, c'est nous. Et donc, aujourd'hui, enfin, on en parlait sur certains journaux, la problématique, c'est qui est prêt à payer pour une information je ne vais pas dire vrai, mais pour une information sérieuse. Et vous voulez que je vous réponde à ça? Tous les jours, je pense à cette question. Tous les jours. Et j'essaye de trouver le levier. Et mon objectif, il n'est pas énorme, hein, c'est 2000 abonnés par ville à 60 €. Je vous garantis que c'est dur. Hein. Je n'ai pas la réponse à la question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le fond du fond de ma conviction, c'est que ça devrait être gratuit. Et sans que vous soyez le produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une barrière financière. En fait, si on propose un prix d'abonnement, c'est parce que il faut bien vivre, quoi. Bon, et ma femme gagne correctement sa vie, heureusement. Bon, je ferme la parenthèse. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Voilà. Bon. Pourquoi gratuit? Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir une barrière à l'info, et que l'info, normalement, est un bien commun, donc elle devrait être répandue auprès de tout le monde sans barrière. Donc le meilleur système pour porter une activité éditoriale devrait être une fondation. Voilà. Et il faudrait... En droit français, c'est pas possible. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit pour des raisons juridiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'a pas le droit. Voilà. On n'a pas le droit de faire la concurrence à un secteur marchand, en fait. Donc l'idéal serait d'avoir une fondation ou un fonds de dotation qui porterait une activité éditoriale. Alors, Mediapart est arrivé, là j'ai peur d'être un peu trop technique, mais gardez à l'esprit que il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas porter une activité éditoriale par une fondation. C'est complexe en France. Pendant longtemps, la presse a vécu avec la publicité, parce que ça payait, à l'Express, vraiment, c'était 50% des revenus, c'était la publicité. Google, Facebook et les autres ont aspiré toute cette publicité. Il n'y a plus que des miettes pour la presse. Et donc, d'où la crise de la presse. C'est la principale raison de la crise de la presse. Et c'est la ponction publicitaire. Et donc, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas plus payer? Parce que je pense que autant boire
dormir, manger, c'est indispensable, autant être bien informé, on n'a pas conscience que ça peut être nécessaire, enfin bienvenu. Moi je dis toujours, un article peut vous changer la vie. Un article peut vous changer la vie. Je sais pas, un super portrait, vous dites ce gars-là, cette personne-là, cette femme-là, j'ai envie de la rencontrer, et voilà, votre trajectoire de vie change. Vous voyez. Donc il y a une valeur à l'info. Ça j'en suis convaincu, mais je ne sais pas encore comment la monétiser. Voilà, je n'ai pas la réponse. Juste pour en revenir un petit peu aux fake news, comment on fait en régime intimiste pour contrer une fake news? Parce qu'on se rend compte, vous avez cité tout à l'heure C8, le dialogue très animé entre Cyril Hanouna et le député LFI Boyard. En régime intimiste, très souvent, on part en vrille dans ce genre, fin de compte, d'évocation. Donc il faut faire très attention et c'est pas facile, fin de compte, de réguler, fin de compte, ce genre de discussion. Et juste une remarque, votre pied de fauteuil est juste au bord du précipice et ça peut être dangereux. Alors, deux choses, il y avait deux choses dans votre intervention. Sur Hanouna Boyard, Louis Boyard, je ne sais pas, vous êtes au courant de ce truc, tout le monde en a parlé. Pour moi, on en a excessivement parlé, ça n'a aucun intérêt. C'est le néant, c'est le vide autour de néant. Mais le problème, c'est que les gens regardent Hanouna. C'est ça le problème. Mais c'est vrai. Si personne regardait Hanouna, il n'y aurait plus de problème. Et donc je ne vais pas répondre là-dessus parce que pour moi, ça me rend triste moi, quand j'entends ça. C'est le néant, quoi. On tombe très bas. Le niveau de l'échange, il est catastrophique. Donc je ne vais pas plus loin. Sur les fake news, il y a plein de journalistes et de médias qui se sont positionnés sur comment contrer les fake news. Et donc vous avez plein de sites ressources. Par exemple, vous retenez par exemple AFP Factuel. Vous pouvez avoir plein d'infos qui reviennent sur des faits d'actualité et qui vous expliquent si c'est fake news ou pas fake news. Les décodeurs du Monde, Check News, Libération, enfin, beaucoup de médias ont fait ça. Le problème numéro 1 que j'y vois, c'est que ça ne convainc que les convaincus. Et le problème des fact-checkers, c'est qu'on ne les croit pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a plus de légitimité aux journalistes. La cote d'amour des journalistes, Franck le disait tout à l'heure, elle est nulle, elle est très mauvaise. Il y a un sondage qui est ancien maintenant, mais qui va vous faire sourire. Dans la cote d'amour des métiers, c'était catalogué, donc on était avant-dernier. On était entre les péripatéticiennes et les hommes politiques. Et c'était les hommes politiques en Mais c'est vrai. Donc, comment voulez-vous croire un journaliste qui vous dit « ça, c'est un fake news, ça, je vais vous expliquer la vie ». Non. Donc la seule façon que j'ai trouvée, que nous avons trouvée, c'est de faire du journalisme de proximité, d'aller à votre rencontre, de vous expliquer comment ça marche, de débattre si on n'est pas d'accord, et de vous expliquer comment ça marche. Voilà. C'est la seule façon que j'ai trouvée. Parce que lire un article qui va vous débunker une fake news, la plupart des gens n'ont pas envie, déjà ils ne le lisent pas, ceux qui croient aux fake news, et ils n'ont pas envie de croire aux journalistes. Et en plus, vous avez le phénomène des bulles de filtre que vous connaissez. Vous connaissez les bulles de filtre? Bon, en gros, c'est si vous voulez, comme il y a un truc fondamental qu'il faut retenir, c'est Google, c'est la plus grosse agence de publicité au monde. D'accord? Facebook est en la deuxième. Donc ces gens-là ne sont là que pour avoir de l'info sur vous et vous scotcher, vous captez le plus de temps de cerveau disponible. Il y en a un qui disait autrefois pour vendre du Coca-Cola, c'était le patron de TF1, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Là, c'est vous captez du temps de cerveau humain disponible pour que vous soyez scotché sur les réseaux sociaux. Et j'imagine que si vous pratiquez, vous voyez ô combien c'est addictif. Le premier réflexe qu'on a, c'est sortir son téléphone, et quand on s'ennuie, on ne peut plus s'ennuyer. Voilà. Et donc, et
construit pour vous garder sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que plus vous surfez sur les réseaux sociaux, plus ils captent des données complémentaires. Parce qu'ils voient, ils tracent votre trajectoire. Vous allez voir telle information, et puis vous passez sur telle information, vous laquez telle personne, etc. C'est autant d'informations que vous donnez. D'accord? Et donc, comme ils savent ce que vous aimez, ben ils vous donnent ce que vous aimez. Et ça crée les bulles de filtre. C'est-à-dire ça vous enferme dans les informations dont ils savent que ça va vous intéresser. Si vous êtes anti-vaccin, vous allez recevoir que des informations anti-vaccin. Et donc, pour forger votre jugement, c'est un peu compliqué, quoi. Il n'y a plus de débat. Si vous êtes pro-vaccin, vous aurez que des informations pro-vaccin, etc. Et si vous êtes de droite, que des informations de droite. Et on retrouve du Cambridge Analytica, mais de façon automatisée grâce au algorithme Facebook. Et moi, je dis, mais au secours, au secours. Et je dis souvent, mais moi, je suis l'algorithme de Mediacité. Et merci de me faire plus confiance à moi plutôt qu'à un algorithme dont vous ne savez pas du tout comment il est composé et qui vous manipule. Franchement. Et je ne vous demande pas de vous croire sur parole, mais moi, je préfère des artisans du journalisme que confier mon information, ce qui me nourrit le cerveau, à un algorithme dont j'ignore tout et dont je pressens que c'est pour me faire vendre, acheter des trucs. Voilà. Bon alors, entièrement d'accord avec vous. Je suis au fond là, moi, monsieur, je suis au fond. Entièrement d'accord avec vous sur tout ce que vous venez de nous dire. Moi, je voudrais juste revenir sur l'ancien temps. Dans le temps, il y avait des écoles de journalisme. Qu'est-ce que c'est devenu? Elles existent toujours. Et il y en a même trop. Et on forme beaucoup trop de journalistes par rapport à la capacité d'absorption du marché. Il y en a 14 qui sont référencés par l'État, c'est-à-dire habilités par l'État et reconnus officiellement, mais il y en a plein autour. Et donc, elles font des efforts. Donc, je n'ai pas trop de mal à la... J'ai rien de négatif à dire par rapport aux écoles de journalisme, si ce n'est qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'enrichissement pour former de façon pas toujours très correcte des jeunes qui rêvent du journalisme et qui ne trouveront jamais une place dans le journalisme. Voilà. Oui, c'était bien d'évoquer des bulles de filtre. On pourrait parler aussi des trolls et puis de l'affirmation des croyances aussi qui jouent beaucoup là-dessus. Alors sur le long terme, pour savoir si on peut espérer ou pas, est-ce que l'éducation à l'information, c'est quelque chose de possible? Donc l'État a dégagé beaucoup d'argent sur l'éducation à l'information. Donc en gros, ce sont des journalistes qui finissent par devenir formateurs parce qu'ils ne gagnent pas leur vie en faisant du journalisme. Et donc ils vont souvent dans des écoles, dans des associations, et expliquer comment ça marche. Donc moi, dès qu'il y a du débat, je suis content. Voilà. Après, ce que je regrette, c'est que c'est des journalistes qui font plus de journalisme, quoi. Mais est-ce que c'est efficace? Je pense que c'est une bonne direction. Il y a un gros boulot. Je pense que l'éducation aux médias, elle doit être tout au long de la vie. C'est-à-dire que ce soir, vous êtes un peu éduqué aux médias. Et c'est vraiment une posture critique. C'est-à-dire, c'est l'esprit critique que j'ai évoqué. Et donc, tout ce qui peut cultiver l'esprit critique et éveiller est bienvenu. Mais j'ai une collègue de Mediacité Lille qui a fait une session d'éducation aux médias à Roubaix. Et elle me racontait des questions des enfants. Et la question c'est, si vous travaillez dans un journal, c'est que vous êtes pauvre. Enfin, en fait, pourquoi vous n'êtes pas à BFM, quoi. Enfin, il y avait quelque chose qui était, je me souviens plus précisément, mais ça montrait en creux la grande milliardise, c'est-à-dire l'éloignement. Enfin, il faut aller les chercher, quoi. Il y a du boulot. Voilà. Finalement, vous avez quasiment répondu à la question. C'était justement, si je nous regarde un tout petit peu, on va dire on est un peu plus âgé. Justement, c'était est-ce que vous allez à la rencontre aussi des jeunes dans les collèges, où là, quand on regarde, finalement, les enfants, ils ont moins l'habitude de la presse classique, écrite et tout ça.
et ils passent toujours par les réseaux sociaux. Et en fait, il y a... Parce que vous avez dit justement, c'est la rencontre avec les autres pour parler des fake news qui fait avancer le plus de choses. Donc moi je ne le fais pas, j'adorerais le faire, mais j'ai un 24 heures dans une journée comme vous. Et donc là, si je le fais, c'est parce qu'on est à Nantes et qu'il y a Médiacité Nantes. Et je me dis, tiens, il y en a peut-être qui vont s'abonner. Voilà. Donc c'est très utilitaire. Et c'est vrai. Parce que je crois que nos jeunes, ils ne vont pas forcément s'abonner. Et donc les jeunes auxquels je parle, c'est mes enfants, mais je ne vais pas en école parce que je n'ai pas le temps matériellement parlant. En revanche, vous voyez, enfin bref, je ne suis pas rentré dans les détails, mais si j'avais le temps, je le ferais avec plaisir. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que population plutôt âgée, attention, c'est vous les plus vulnérables aux fake news, parce qu'il ne faut pas croire que les jeunes, ils n'ont pas compris les codes. Donc, sur la crédulité, c'est plutôt les gens plus âgés. Ça, c'est prouvé. C'est prouvé, parce que vous n'avez pas tous les codes des réseaux sociaux. Alors que des jeunes, ils sont beaucoup plus agiles, et donc ils tombent moins facilement dans des panneaux. C'est un peu comme les démarchages téléphoniques à domicile, c'est des personnes âgées qui finissent par craquer, quoi, parce qu'elles sont plus crédules. Donc, c'est pas parce qu'on est plus âgé ou qu'on est plus jeune, c'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on tombe dans le panneau des fake news plus facilement. Stop, une question est épuisée. Non, il y en a une. Ouais. Non, c'est pas une question, j'essaie tout simplement avec mes petits-enfants, par exemple, de les abonner à des revues comme l'Actu et d'en discuter un petit peu avec, pour essayer de les détourner, de les écarter un peu difficilement des écrans. Ouais. En fait, il ne faut pas que ce soit un devoir pour eux. Il faut qu'ils comprennent, ils apprennent des choses. Donc, un exemple avec vos petits-enfants, vous dites, tiens, t'as vu, il y a la reine d'Angleterre qui est morte. Et si on achetait 3 journaux, et on va voir comment ils en parlent. Et là, vous comparez les journaux. Alors, peut-être sur Reine d'Angleterre, c'est pas le meilleur exemple, mais sur un événement clivant. Et vous achetez, je sais pas, Le Figaro, Libération, et puis vous comparez. Tiens, ils disent pas la même chose, c'est bizarre. Et là, on commence à rentrer dans la subtilité du truc. Et ça, c'est un exercice, c'est sympa, parce que vos enfants, vos petits-enfants, ils adorent faire quelque chose avec leur mamie. Et donc, si leur mamie leur envoie un truc à lire, ça va peut-être être vu comme rébarbatif, peut-être pas, mais il y a un risque. Donc faites des choses avec. Parlez de l'actualité. Comparez. Changez de radio. Poussez la porte d'un kiosque. Allez voir autre chose, quoi. Soyez actifs par rapport à l'information. Soyez actifs. Voilà. C'est trop important. Je sais pas, on prête énormément d'importance à ce qu'on a dans l'assiette. Le bio. Enfin, je sais pas, mais pourquoi est-ce qu'on, je l'ai dit au début, mais pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un minimum d'importance à ce qu'on avale dans nos cerveaux? C'est vrai. Et je vous garantis, faites l'expérience de vous isoler et de prendre un article au long cours, c'est-à-dire un article long, et vous allez retravailler votre gymnastique intellectuelle, et ça va vous faire du bien. Vous vous isolez, vous n'avez pas de portable, vous êtes sur un transat, et vous prenez un article dont vous dites « j'ai pas compris, j'ai envie de comprendre, j'ai choisi un média, il me semble sérieux, je lis les 10 pages d'affilée sans interruption ». Vous allez voir, c'est une gymnastique qu'on a perdue. On est tous en train de zapper, on devient bête. Moi, je voulais revenir sur le problème de l'éducation à l'information. À l'époque où j'étais enseignant, en lycée, il y avait des semaines de la presse à l'école, avec des ateliers avec des journalistes, voire même, je me souviens de Nantes, on allait même jusqu'à Rennes pour visiter la rédaction d'Ouest France, par exemple. J'ai l'impression que tout ça, c'est un petit peu tombé de la part des médias, et peut-être pour des raisons économiques aussi, parce qu'il y a un coût. Il y a peut-être aussi moins d'intérêt de la part d'enseignants. Enfin, bon. Non, détrompez-vous. Il y a toujours la presse de la semaine de la presse à l'école. Le CLEMI, donc c'est le centre de liaison à l'enseignement, aux médias, etc., à l'information. Donc c'est une instance étatique. Ses moyens ont été renforcés, ses équipes renforcées.
Donc il y a énormément d'enseignants qui réclament des journalistes qui nous sollicitent pour intervenir. Donc l'éducation aux médias, non, franchement, c'est mieux que ce n'était, c'est plus fort, plus présent. C'est peut-être plus les visites à l'ancienne comme vous avez peut-être pu avoir, visiter telle ou telle imprimerie, parce que c'est autre chose, mais c'est encore présent. Il y a une sensibilisée au truc, une sensibilisée au... on se rend compte qu'il y a un enjeu. Voilà. Donc on met des moyens, est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas. Bah, tant mieux. Vous êtes insatiable à Nantes. Demain, il y a boulot, non? Est-ce que parfois vous sentez que vous dérangez vous avez des retours négatifs, enfin vous ou la presse d'investigation en général? Heureusement, oui. Oui. Et sous quelle forme en fait vous les voyez Il y a plein de formes. Il y a des coups de fil qui sont pas gentils. Et puis, c'est-à-dire insultants, bah oui, menaçants, il y a des pressions. Il y a des pressions. D'accord. Après, il y a des gens qui disent jamais plus on vous parlera. On est bloqué. On est bloqué. Le président de la métropole européenne de Lille, on a récupéré 200 de ses factures et on les a étudiées. Et on s'est dit c'est quand même bizarre qu'il fasse payer par la collectivité ses frais de cravate, chaussettes, soins hammam, parfum. Et puis on n'a pas compris pourquoi il était à telle date à l'hôtel Molitor, qui est un hôtel de luxe à côté du Parc des Princes. Et puis après on a vu qu'il y avait le Real de Madrid, le PSG. Et c'était bizarre, c'était une chambre pour deux. On ne comprenait pas pourquoi il y avait plein de dépenses du côté d'Arras où ils mangeaient des pizzas avec des flûtes de champagne et ils étaient deux, etc. Enfin, il y avait des dépenses de valises, il y avait des dépenses d'hôtel, etc. Et on s'est dit, mais il n'y a rien à voir avec sa fonction. Donc on a isolé toutes les dépenses suspectes et on a dit, le président Castelin, un président tiré à quatre épingles aux frais de la collectivité. Voilà. Il n'a pas aimé. Bien sûr, ça a été plus loin. Il y a une ouverture d'une enquête pour détournement de fonds publics. Alors, on attend toujours le résultat. Ça fait 4 ans que ça dure. 4 ans. Et ça fait 4 ans qu'on ne peut plus passer un coup de fil à la métropole européenne de Lille. Quand on appelle le service de presse, on est renvoyé directement sur le cabinet qui ne répond jamais. Il a donné consigne à tous ses élus de ne pas répondre à la médiacité. Toutes les entreprises délégataires de services publics, donc qui s'occupent du transport, des déchets, etc., interdiction de parler à la médiacité. Et donc la seule option pour nous, c'est d'entrer par la fenêtre en ayant du off. Parce qu'il y a des gens qui... voilà. Donc ça c'est le lot quotidien, c'est normal, on ne fait pas ce métier pour avoir des amis, ni pour avoir des amis, mais on a plus d'ennemis que d'amis. Et sinon, il y a les procès. Si ça vous intéresse, en accès libre, sur le site, on raconte tout ce qui se passe à partir du moment où vous avez un élu, souvent un élu local, qui n'est pas content. Et donc, quand il n'est pas content, il nous attaque en diffamation. Et il fait voter une protection fonctionnelle par son conseil municipal, c'est-à-dire que ces frais de justice sont payés par le contribuable. Nous, on paye plein pot. Et c'est du temps, de l'argent, de l'énergie. On a 13 procès. Ça vous empêche d'enquêter Voilà, mais moi je fais le tour de France des tribunaux aussi, hein, pas que les soirées comme ça. Et on a 13 procès actuellement. 13. C'est pas des procédures bâillons au sens strict, parce que c'est un élu est injusticiable comme un autre, donc il peut faire exercer son droit, mais il y a une sorte de dissymétrie du rapport de force. Et nous, on y va avec nos petits deniers. Un procès, ça coûte, parce qu'on a un avocat qui est sympa, ça coûte à peu près 4 000 €. Voilà. Et pour l'instant, on en a gagné 4. Sur 4, il en reste 9. Voilà. C'est ça la presse d'investigation aussi. Mais lisez le cet article, c'est très intéressant. Je crois qu'on peut témoigner après hier de la pression qui s'est exercée
sur votre collègue notamment, qui n'a pas intérêt à se présenter au conseil municipal. Et les collègues de Ouest France qui ont remonté les infos, ou de Bresse-Océan d'ailleurs aussi, ont été, je ne parle pas du correspondant local, mais ça il est habitué lui, ont été agressés en disant si on te rencontre dans la rue, on va te casser la gueule. Enfin, Agnès Métayer, pour la journaliste, était agressée par un élu directement. Hein. Donc oui, à la petite échelle locale, ça existe. Alors j'imagine qu'au niveau national, ça ne doit pas être mal non plus. Quoi. On est peut-être un cas à part. Hein. Bon, en tout cas, on a largement passé les 22h30, donc je pense que ça vous a intéressé. Si vous voulez vous faire votre propre opinion, vous pouvez, pendant 48 heures, lire gratuitement. Il suffit de taper ce code, c'est un bit.ly, bit.ly/mc pour Mégacité-café-Nantes. Voilà. Comme ça, vous faites votre opinion et puis après, vous tranchez en connaissance de cause. Ça a été transmis. Ça a été transmis, c'est sur l'invitation. Merci beaucoup.